وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ce manifeste a été initié par Mario Beauregard, chercheur en neurosciences. Ce manifeste s'appuie sur des études publiées dans plusieurs revues scientifiques et a été signé par des centaines de chercheurs internationaux, des médecins, neurologues, physiciens, biologistes, mathématiciens. Le paradigme post-matérialiste, il y a plein d'implications, dont la survie de la personnalité et de la conscience après la mort. Et ça a des implications énormes, évidemment, pour l'humanité. Volontaire, vite! Oxygène. Une de leurs premières études porte sur les expériences de mort imminente qui se produisent lors d'un arrêt cardiaque. Chargé. Go! 1. Ces scientifiques ont étudié les témoignages de ceux qui ont été réanimés. 3, go! Et nombreux sont les médias à avoir relayé leurs travaux. Le dossier de cette édition sur un sujet qui fascine, les expériences de mort imminente. C'est un constat troublant, vous le savez, les personnes qui se réveillent après un coma ou un état de mort clinique racontent souvent les mêmes visions, les mêmes scènes. Un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc, avec des voiles, avec des formes qui n'étaient pas des formes d'être humain du tout, et une sensation de paix. Nous avons également rencontré quelques témoins qui ont vécu cette expérience unique. Je suis sortie de mon corps, donc j'étais plus dans cette dimension matérielle. Et à un moment donné, je me suis vue flotter au-dessus de mon corps, je voyais tout. Le gynécologue était hors de lui, criait, il disait « on la perd, on la perd ». Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire mais je suis morte, et c'était vraiment complètement naturel hein, comme sensation. Ça a duré combien de temps? Je ne sais, mais je suis dans le hors-temps où la seconde et l'éternité sont la même chose. Donc je voyais cette lumière qui était éblouissante et c'était une lumière qui était empreinte d'amour. C'est une lumière qui est une chaleur qui est extraordinaire et qui est attirante. Je veux dire, moi-même, après, je dis, on n'a pas de mots, on essaie de le dire pour que les gens comprennent. J'étais dans un état de félicité absolue, en fait. Un état de... plus que du bien-être, plus que de l'amour. En tout cas, c'est ce sentiment d'être aimé sans jugement, complètement, pleinement, comme j'ai jamais ressenti ça sur Terre en fait. Je me suis retrouvée dans un tunnel avec des silhouettes de part et d'autre qui m'accueillaient. Et face à moi, il y avait des personnes en arc de cercle, avec une personne plus charismatique qui était au milieu. J'avais la sensation que c'était un retour à la maison. En fait, je connaissais pas ces personnes-là, mais j'avais confiance en elles. Je vais subir donc un jugement, mais ce jugement, ce n'est pas un jugement tel qu'on pourrait le penser. Ce jugement, ce n'est pas péremptoire. C'est moi qui me juge, ce n'est pas la lumière qui me juge. En fait, c'était tous les petits actes qui étaient faits sans amour qui apparaissaient. C'est moi qui m'aperçois que je suis un être qui doit devenir meilleur au sens de cette lumière qui m'attire. J'étais encore là-haut, là-haut, je ne sais pas. Et je voulais y rester. Tous décrivent cette même expérience de décorporation. Mais à un moment, il leur a bien fallu réintégrer leur corps. Je n'avais pas du tout envie de redescendre. J'ai demandé à plusieurs reprises de rester. Donc ça ne se passe pas au niveau des mots, hein, c'est télépathique, je ne sais pas comment expliquer, c'est pas dissible en fait. Et les silhouettes qui étaient là ont dit « tu dois redescendre, ce n'est pas ton heure ». Je vais sentir une réentrée dans mon corps, c'est assez rapide, c'est comme rentrer dans un gant trop étroit. Rien
réintégrer mon corps, ça a été dur. Parce que j'avais l'impression que ce corps que je l'avais laissé est devenu plus petit que cette âme qui devait pénétrer ce corps. Suite à mon EMI, c'est sûr qu'on voit la vie sous un autre jour, hein, puisque pour moi, la mort n'existe pas. Moi, ce que ça m'a appris, c'est que déjà que la mort n'est pas triste, n'est pas une fin, ça j'en suis convaincue. Il y a vraiment une continuité sous une autre forme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une fin. Quelques scientifiques étudient ces expériences, notamment le professeur Steven Lorez, connu pour ses travaux sur le cerveau. Alors actuellement, on a plus de 1500 de ces témoignages qui pour moi sont une réalité physiologique. Je pense que c'est clair qu'il y a ces mémoires incroyables où pour moi l'erreur historique c'est que les médecins, les scientifiques n'ont pas pris ce phénomène assez au sérieux. Le professeur Lorez cherche à savoir si le cerveau pourrait être à l'origine de ces phénomènes. J'ai des patients que je vois à ma consultation qui ont cette vision en tunnel. Des personnes qui parfois vont l'avoir lors d'une crise de migraine ou quand ils ont fait une thrombose et qu'il y a des connexions là qui sont touchées. De même pour cette sensation d'avoir le flash de sa vie, cette sensation de bien-être. Idem pour cette décorporation, là aussi, il y a une région qu'on peut stimuler du côté gauche. À nouveau au milieu du cerveau, une région qui s'allume ou qui, quand on la stimule, peut donner ce sentiment qu'il y a une présence. C'est intéressant. Certains vont dire, quel matérialiste, il va encore regarder dans le cerveau. Je m'assume, mais je ne dis pas, ça doit absolument être limité à cela. Voilà. Pour le moment, on a une série d'hypothèses. Et pour moi, il n'y a aucune qui me satisfait. Ces recherches sur le cerveau ne parviennent pas à ce jour à expliquer ces expériences de mort imminente. Parmi les autres études sur ce phénomène, celle du cardiologue Pim van Lommel fait date dans la communauté scientifique. Elle a d'ailleurs été publiée dans la prestigieuse revue The Lancet. Il a livré ses conclusions lors du premier colloque international sur les EMI. Il a été scientifiquement démontré qu'au cours de l'EMI, une conscience élargie était éprouvée indépendamment de l'activité cérébrale. Une telle compréhension modifie également notre opinion sur la mort, du fait de la conclusion quasi inévitable qu'au moment de la mort physique, la conscience va continuer d'exister dans une autre dimension, dans un monde invisible et immatériel. Voilà une révélation scientifique surprenante. La conscience serait donc indépendante de notre cerveau. Et à la mort de notre corps, notre esprit continuerait à vivre dans un autre monde. Mais je vous entends déjà dire, qu'est-ce qui me prouve que ces expériences ne sont pas des hallucinations? Alors il y a beaucoup d'arguments qui montrent que non. Premier argument, déjà certaines divisions peuvent être vérifiées objectivement. Par exemple, des personnes qui ont une expérience de mort imminente sortent de leur corps et voient certaines personnes dans la salle d'attente ou à leur domicile en même temps, disent des détails qui ont été vérifiés ensuite par les observateurs extérieurs. Deuxième chose, la structure de ces phénomènes est universelle. Ils vivent tous la même chose. Or, les hallucinations, par définition, c'est idiosyncrasique. C'est-à-dire que chacun vit son hallucination de son côté, elle ne ressemble absolument pas à celle du voisin. J'ai voulu étudier les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques parce que, en fait, dans les arrêts cardiaques, on sait que l'électroencéphalogramme va être plat dans les 10 à 30 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, on sait qu'à ce moment-là, le cerveau s'arrête en théorie de fonctionner et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. En plus, si les gens sont dans la rue, les secours mettent du temps à arriver. Donc, ça peut mettre déjà plusieurs minutes avant que les secours commencent une réanimation. Donc, il se passe quand même un très gros laps de temps avant que le cœur et le cerveau refonctionnent bien comme il faut. L'étude de certains cas particuliers va aussi à l'encontre de l'hypothèse des hallucinations. Il y a 3 cas particuliers aux expériences de mort imminente. Ça va être d'une part les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les enfants. Les enfants, a priori, n'ont pas de représentation religieuse, n'ont pas
ne sont pas trop influencés par la culture et pourtant vont vivre des expériences de mort imminente et puis vont les raconter. Souvent, ça va être par des dessins et ils peuvent très bien faire le dessin en fait, d'un bonhomme en bâton avec un bonhomme en miroir au-dessus d'eux et puis une grosse lumière dans un coin de la feuille. D'ailleurs, ces expériences de mort imminente paraissent même plus fréquentes chez les enfants que chez l'adulte. Deuxième cas particulier, ça va être les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les aveugles de naissance. A priori, ces personnes-là n'ont jamais vu de leur vie, et même quand elles rêvent, ils rêvent de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils rêvent de toucher, de sensations auditives, d'odeurs, etc. Lors des expériences de mort imminente, pour la première fois, ils vont découvrir le monde. Et si par exemple, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se reconnaissent par rapport à la forme de leur visage, ou la forme de leur bague, ou leur longueur de cheveux, etc. On a aussi des personnes qui ont été aveuglées durant l'accident, par exemple, qui ont eu des éclats de verre dans les yeux, etc., et qui ensuite ont fait un arrêt cardiaque à la suite de ça, et qui rapportent avoir vu la scène ou avoir vu les secours les réanimer, alors que techniquement, ils ne pouvaient pas voir. Pourtant, certains continuent de penser que ces visions seraient liées aux médicaments administrés aux patients. L'étude de François Lallier prouve le contraire. En fait, la grosse hypothèse qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde vivrait une expérience de mort imminente dans les arrêts cardiaques, mais que tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu comme les rêves. Et en fait, plus la personne aurait un cerveau altéré, c'est-à-dire plus elle aurait d'antécédents psychiatriques, neurologiques, ou plus elle prendrait de médicaments, et moins elle se souviendrait de cette expérience. Si l'étude de François Lallier ne porte que sur 118 cas français, les statistiques nous montrent que ce phénomène n'est pas rare. Et dans le monde occidental, on estime qu'il y a 4 % des individus qui auraient fait une expérience de mort imminente. Voilà de quoi attirer l'attention de nombreux scientifiques. En France, récemment, s'est tenu le colloque « La conscience et l'invisible », où de nombreux chercheurs se sont réunis pour faire avancer la science post-matérialiste. C'est que la conscience est capable de faire des choses qui ne sont pas explicables avec le modèle en place. Depuis un certain nombre de siècles, on baigne dans ce paradigme matérialiste qui dit que tout est issu de la matière et que donc la conscience est une production en fait, de la matière, découle de la matière. En neurosciences, le dogme central, c'était que c'est le cerveau qui produit la pensée comme le foie sécrète la bile. Il faut dépasser cette vision-là, qui est matérialiste, réductionniste, parce que les théories matérialistes échouent à expliquer comment le cerveau génère l'esprit. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions mentales, conscientes et inconscientes, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc., que certains nomment esprit et d'autres conscience. Je sais aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules qu'on appelle des neurones et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc de la matière grise, de la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Il ne faut pas ce réflexe dogmatique de dire ben non, tout ça c'est n'importe quoi et on a tout compris, c'est telle substance chimique. Ou... Allez-y, expliquez-le, vous n'y arrivez pas. Mais l'autre, je dirais, position extrême qui dit eh bien alors ça doit être comme ça, c'est cosmique, c'est une forme d'énergie. Allez-y,
expliquez-moi, on parle de quoi? Est-ce que vous pouvez me proposer une hypothèse, une théorie qui fait des prédictions que je peux tester? Effectivement, les scientifiques post-matérialistes ne parviennent pas à tout expliquer. Mais pour le docteur Chambon, l'hypothèse est scientifiquement valide. Le principe du rasoir d'Occam en science, c'est quoi? Ce principe, c'est qu'il est scientifique de rendre prioritaire l'hypothèse qui explique le maximum de faits de la façon la plus simple possible. Alors, quand on regarde les expériences périmortelles juste avant, pendant et juste après la mort, tout ce qui a été observé, on s'aperçoit que faire l'hypothèse que la conscience est première permet d'expliquer tout ce qui se passe de manière très simple. C'est juste une phrase, hein, la conscience est première. L'hypothèse sur laquelle ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience, et donc quand le cerveau meurt, la conscience ne meurt pas, il y a 99% de chances que pour l'instant, ce soit l'hypothèse la plus valide. Alors évidemment, en école de médecine, on ne nous dit pas ça puisqu'on est dans un modèle encore matérialiste. Mais les choses sont pratiques. Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Giertych de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'université de Toruń, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provenait d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration. D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là.
En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître. Mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présente telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera. Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront, ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage, en cessant d'être une variété distincte. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, aurait-il une bonne chance de durer? Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. La science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre? Je crois que c'est parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. C'est seulement depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. La science ne sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé il n'a pu exister d'organismes simples. Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations, lesquelles ont dû être là dès le début. Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. Chaque bactérie, chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique, car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique.
Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèse scientifique. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes. Et les hommes des cavernes, ne seraient-ils pas la preuve que des hommes primitifs ont évolué en hommes civilisés? Voici encore une légende basée sur la théorie de l'évolution et sur la position des fossiles dans les roches. Nous savons actuellement qu'on ne peut déterminer l'âge de la Terre à partir des roches sédimentaires, dont la plupart auraient pu être formées par une seule catastrophe aquatique. Les restes fossilisés de ces hommes proviendraient donc de groupes de gens vivant avant cette inondation, coupés du reste de la civilisation. De nos jours également, on découvre de petits groupes d'hommes vivant complètement à part, de façon primitive, très semblables à ces hommes primitifs. D'ailleurs, si la grande majorité des roches sédimentaires ont été formées par le même cataclysme, il n'y a aucune raison de mesurer la vie terrestre en millions d'années plutôt qu'en milliers d'années. Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivées à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ